Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Madame Gauthier, bonsoir Monsieur Laurence. On se Bonsoir. retrouve ce soir pour un webinaire sur un sujet passionnant, mais surtout qui divise, l'élevage de demain. Une question donc sur un modèle proposé par le mouvement vegan. Est-ce que celui-ci peut vraiment répondre à nos problématiques? Est-ce que c'est ce vers quoi l'on tend? Donc ce sera des problématiques qu'on va essayer d'analyser pendant ce webinaire. Pour commencer, je propose que l'on commence par une rapide introduction des différents panélistes. Pour ma part, donc, je me présente Stécie Algrin, je suis la fondatrice de Penser l'après. C'est une série de webinaires qui invite les acteurs du changement dans votre salon. Et ce soir, je serai l'une des deux modératrices. Je passe la parole à Hugo. Oui, bonjour à tous, bonjour à nos intervenants. Merci beaucoup d'être présents ce soir pour ce sujet très intéressant. Donc, je m'appelle Hugo, je serai le second modérateur de cet événement et je suis représentant de Sciences Po Environnement. Sciences Po Environnement est une association étudiante à partisane qui a été fondée en 2007 et qui a pour but de promouvoir les thématiques liées à la protection environnementale, également à la réduction de l'impact environnemental et écologique de notre école. Je vais maintenant laisser la parole à nos deux intervenants, en commençant par Madame Gauthier, s'il vous plaît. Oui, donc je m'appelle Brigitte Gauthier, je suis une des fondatrices de l'association L214, qui est connue surtout pour les vidéos qu'on a fait pour montrer ce que vivent les animaux dans les élevages, pendant les transports, pendant leur abattage. On soulève effectivement la question d'une société qui ne considérerait plus les animaux comme des ressources à notre disposition, mais bien comme des êtres sensibles, comme des cohabitants de notre planète, auxquels il faut faire attention. Et du coup, on soulève aussi par l'intermédiaire notamment de notre site viande.info et puis par les communications qu'on peut faire, l'impact aujourd'hui de notre production alimentaire, notamment carnée, mais aussi ce qui concerne les poissons, avec l'impact environnemental, évidemment, mais aussi l'impact sanitaire. Et du coup, cette pandémie, même si elle est reliée à la consommation de viande plutôt d'animaux sauvages, mais en tout cas, faire le lien entre les risques sanitaires qu'on prend aussi par l'intermédiaire de notre surconsommation de produits d'origine animale et par notre empiètement sur des territoires sauvages. On a aussi une réflexion sur le sort des travailleurs de la viande ou des poissons, avec l'impact social sur les ouvriers d'abattoirs, sur les éleveurs, etc. On pourra développer peut-être plus tard sur tous ces aspects-là. Grosso modo, avec l'impact aujourd'hui de la viande, il faudrait réduire drastiquement notre consommation de produits d'origine animale. Et si vraiment on prend les animaux au sérieux comme des êtres ayant leur propre personnalité, leur propre destin, remettre en question totalement le fait de les traiter comme de la nourriture ou des objets à notre disposition. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Laurent, s'il vous plaît. Oui, moi je suis le directeur biodiversité de l'IDRI. L'IDRI, c'est une fondation de recherche qui fonctionne comme un think tank. On essaie de proposer des options, on va dire, pour la décision. Donc moi je m'intéresse en particulier aux questions, comme je viens de le dire, de biodiversité. Bien sûr, je ne perds pas non plus de vue l'ensemble des questions de développement durable. Et je confirme que la question des produits animaux et de notre diète, on va dire, enfin notre régime alimentaire, est la variable clé centrale des problèmes qui se posent aujourd'hui à la biodiversité. Comme l'a montré il y a un an un rapport général sur l'évolution de la situation de la biodiversité par l'IPBES, qui est une sorte de plateforme qui fonctionne comme le GIEC pour la biodiversité, qui a bien rappelé que les trois quarts des surfaces prises sur la biodiversité le sont pour les produits animaux, sachant que c'est le premier facteur de destruction de la biodiversité, immédiatement suivi par la surexploitation des ressources naturelles, qui, elle, renvoie notamment à la surpêche. Donc, la question, effectivement, des produits animaux dans notre assiette est centrale pour la question de la biodiversité. On y reviendra. En revanche, les rapports ne sont pas forcément à 100% négatifs entre élevage et biodiversité. Ça dépend de comment on considère les choses. Merci. Juste un petit rappel pour les participants, vous pouvez poser des questions dans la catégorie qui est en bas de votre écran, questions et réponses, et puis nous y reviendrons à la fin de cette conférence.
Oui, donc pour rappeler le format, on va d'abord commencer par 45 minutes d'échange sur la base de questions que l'on a préparées. Ces questions sont orientées autour de 3 thématiques, sciences, économie et société. Et puis donc on enchaînera ensuite, on vous donnera la parole surtout pour vous exprimer, surtout poser des questions à nos intervenants. On va donc commencer avec notre première catégorie, sciences, avec une question qui vous est destinée, Monsieur Laurence. Selon vous, quel lien pouvons-nous faire entre la crise sanitaire actuelle et notre modèle agricole ? Alors, il y a un lien, en gros, la crise sanitaire actuelle, elle avait été prévue. Hein, il y a un certain nombre d'alertes, d'une part de scientifiques, mais même d'organisations internationales. Il y a même un rapport commandé par le secrétaire général de l'ONU sur l'état des risques sanitaires qui avait alerté sur le fait qu'il fallait faire quelque chose. Ça fait un moment qu'on sait que on va dire de nouveau, parce que ça avait un peu disparu, mais ça revient depuis 15 ans, de nouveau, le risque sanitaire pandémique principal est associé à ce qu'on appelle des zoonoses, donc des maladies, des virus ou des bactéries qu'on contracte au contact des animaux et en général des animaux sauvages. Mais donc c'est à peu près les 3/4 en gros des observations de maladies infectieuses émergentes dans les 15 dernières années, je crois, et qui sont liées à ces zoonoses. Et dans ces zoonoses, dans ces 3/4, les 2/3 seraient liés à des contacts avec la faune sauvage. On prend souvent l'exemple du singe pour le HIV, par exemple, de certaines chauves-souris, et puis bien plus récemment du pangolin, et pour un tiers à l'élevage. Là, on peut penser notamment, en particulier aux élevages de volailles qui sont sensibles et potentiellement contaminés par la grippe aviaire, qui leur est importée par la faune sauvage, par les canards par exemple, par les oiseaux migrateurs, qui ont un fond de microbes quelque part en eux et qui contaminent les élevages, qui eux-mêmes ensuite sont des réacteurs biologiques dans lesquels les virus peuvent muter, et d'autant plus qu'ils sont intensifiés, ces élevages, et quand un humain rentre au contact d'un virus mutant, il devient potentiellement un patient zéro, si ce virus est un virus qui peut se communiquer d'humain à humain, ce qui est le nouvel état. Donc voilà en gros les liens entre animal et santé et pandémie. En simplifiant, je ne suis pas un grand spécialiste de la question, mais voilà. En quelque sorte, on peut dire que c'est notre modèle agricole et notamment l'élevage qui est aussi responsable de cette situation, et à l'avenir, ça pourrait être la cause de prochaines pandémies, par exemple. Alors, il faut distinguer le Covid-19. De ce qu'on en sait, comme vous le savez, c'est encore controversé. Il y a notamment une nouvelle thèse qui apparaît qui dit que ce serait peut-être un laboratoire qui aurait mal travaillé ou qui aurait laissé échapper un virus. Mais jusque-là, on soupçonnait fortement que le patient zéro aurait été atteint par un virus qui aurait muté dans un pangolin, qui lui-même aurait été un relais d'un virus dans les chauves-souris. Donc là, alors le pangolin, c'est une espèce en danger, utilisée soit pour la pharmacopée, soit pour différentes choses, dont le commerce international est prohibé, interdit par une convention internationale qui s'appelle la CITES, convention en gros sur le transport et le commerce international des espèces en danger du point de vue environnemental, et qui reste consommé beaucoup sur ce qu'on appelle les wet markets, les marchés humides, en Asie du Sud-Est, en Chine notamment, en Asie du Sud-Est. Et donc là, on n'est pas vraiment dans une situation où c'est l'élevage qui a été le générateur microbien, on va dire. C'est plutôt la consommation de viande dite exotique, donc un peu parce que qui sort de l'habituel cortège des animaux domestiques élevés pour leur viande. Et voilà. Mais comme je le disais, il y a aussi un risque, c'est le cas notamment des grippes aviaires qui peuvent être très dangereuses le jour où elles sont hautement pathogènes, qui elles, là, pour le coup, sont très fortement associées à l'élevage de volailles. Et puis, il y a les pestes porcines, bovines, etc., qui, elles aussi, là, sont liées à l'élevage. Mais le Covid lui-même, la crise sanitaire actuelle, n'est pas directement liée à l'élevage. Elle est plutôt liée à cette pratique de consommation de viande exotique, a priori, de ce qu'on en sait. Je veux bien rajouter un petit complément là-dessus.
Parce que nos activités d'élevage aussi, c'est récupérer des territoires par la déforestation qui nous rapprochent de plus en plus des animaux. Et par exemple, il y a un film qui a fait un carton là dernièrement, c'est Contagion, qui revient sur la contamination via une chauve-souris et ensuite via des cochons. Et en fait, c'est pas du tout inventé. Le virus Nipah, par exemple, qui a, lui, 70% de taux de mortalité, là où le Covid-19, là, on a 5%. C'est bien une transmission d'un animal sauvage qu'on a finalement été dérangé dans son milieu naturel, qui du coup s'est rapproché des habitations et s'est rapproché des animaux qu'on a domestiqués, qu'on utilise pour notre alimentation, et qui du coup est contaminé. C'est un mammifère, et du coup le passage à l'homme est facilité par cette proximité qu'on a. Donc le Covid-19, oui, il y a plusieurs hypothèses en ce moment qui circulent, ils ne savent pas encore bien d'où ça vient, mais en tout cas nos activités humaines, c'était Ibrahim Thio de la Convention des Nations Unies qui dit que les animaux qui nous ont infectés ne sont pas venus à nous, nous sommes allés les chercher. Et donc, on peut être allé les chercher par différents trucs. Et si on vient sur l'impact sanitaire de l'élevage, il ne faut pas oublier non plus l'antibiorésistance, qui est un autre truc qui nous pend au nez, qui fait 12 500 morts aujourd'hui par an en France et qui devrait en faire 10 millions par an dans le monde d'ici 2050. Parce que justement, on parlait de biodiversité. La biodiversité dans les élevages, elle est extrêmement réduite. Ce sont des animaux qui sont génétiquement très proches les uns des autres. Et donc, justement, les bactéries, différents pathogènes, on parle de temps en temps, on a des épidémies de E. coli, par exemple. C'est dû à cette résistance qui est fabriquée dans les élevages aux antibiotiques, des antibiotiques même de dernière génération. On avait fait des enquêtes sur les lapins, par exemple, qui montraient qu'ils utilisaient des fluoroquinolones et céphalosporines qui donnaient aux lapins, alors que c'est des antibiotiques critiques qui peuvent nous aider à nous défendre contre certaines bactéries. Et donc, elles vont être inutiles d'ici quelques années. Et donc, voilà, c'est juste pour compléter ce panel un peu catastrophique, finalement, avec des alertes qui sont quand même très fortes depuis pas mal d'années et qui sont encore aujourd'hui malgré tout inaudibles, sachant que dans l'alimentation des animaux, par exemple pour les lapins, les rapports, c'était on donne aux lapins 40% d'aliments blancs. Entendez, 40% d'aliments qui n'ont pas de médicaments. Et pour les poulets, l'aliment est... les antibiotiques sont directement dans l'aliment. Et on nous dit, non, en fait, il n'y en a pas parce qu'en fait, ils les ont déclassés. C'est les anticoccidiens. Ils les ont déclassés, mais ils sont bel et bien présents, le narasin, par exemple, est dedans, quoi. Donc, voilà, on a des alertes différentes à différents stades, effectivement par rapport aux animaux sauvages, par rapport aux conditions d'élevage qu'on impose aux animaux. Et on n'a pas tellement d'actions publiques fortes en direction notamment d'une diminution de notre consommation. Il faut peut-être encore ajouter à ça, sur l'antibiorésistance, qu'en plus, elle concerne les poissons. L'élevage de poissons. Il y a un article qui vient de sortir dans The Conversation, je crois que c'était il y a 2 ou 3 jours, oui, qui montrait qu'on observe des cas d'antibiorésistance dans les élevages de poissons. C'est pareil, c'est ultra dense, un élevage de poissons, avec une homogénéité génétique très forte. C'est super malade, les poissons en élevage, et donc ils sont bombardés d'antibiotiques, et on observe des cas dangereux d'antibiotiques qui sont utilisés pour éviter les proliférations chez les poissons et qui du coup pourraient générer de l'antibiorésistance ou en génèrent déjà, ce qui est évidemment pour nous très dangereux. Donc on a parlé d'Escherichia coli, mais vous avez des exemples qui ne sont pas liés à l'élevage, je crois, dans ce cas-là, mais qui font plus peur parce qu'ils ont été vraiment déjà des problèmes. C'est par exemple quand vous avez ce qu'on appelle un staphylocoque doré, qui est je crois une bactérie, sauf erreur, oui, c'est une bactérie extrêmement dangereuse, qui avant était traitée par des antibiotiques, maintenant il y a des proliférations de staphylocoque doré résistants aux antibiotiques. On n'a plus vraiment d'armes pour s'en servir. Donc c'est ça l'antibiorésistance, c'est qu'on sélectionne des souches parce qu'on a trop et mal utilisé les antibiotiques, et qui font qu'un jour il y en a une qui sort et qu'on ne peut plus traiter. Alors justement, ce sont autant de conséquences un peu de l'élevage, de l'agriculture, de notre mode de consommation en général. On pourrait se demander, un monde vegan, au final, quel serait son impact sur la biodiversité et sur nos écosystèmes? Déjà, il faudrait définir ce que c'est un monde vegan, parce que ce n'est pas du tout évident, et je pense qu'il n'y a pas un monde vegan imaginé aujourd'hui
qui soit, bah oui, le monde vegan, c'est comme ça, vous peignez les murs en bleu et ça y est, vous avez un monde vegan. C'est pas du tout ça. Il y a des représentations différentes. Est-ce que dans ce monde vegan, donc un monde vegan, quand même, globalement, c'est un monde dans lequel les animaux ne sont plus utilisés en tant que nourriture, en tant que vêtements, en tant que animaux dans les laboratoires, matériel de laboratoire, dans les zoos, dans les cirques, etc. Donc, on vit de façon pacifiée avec les animaux. Et du coup, il y a eu des projections qui ont été faites, notamment, il faudrait que je reprenne les chiffres, pour Nemethek, qui a été publié dans Science, et qui disait que une société qui ne consomme plus les animaux récupérerait 76% de la surface nécessaire à la production alimentaire, soit l'équivalent des USA, de la Chine, de l'Union européenne et de l'Australie. Donc on pourrait récupérer des terres qui aujourd'hui sont soit cultivées pour produire l'alimentation des animaux d'élevage, soit sont pâturées. Et il y aurait 49% d'émissions de gaz à effet de serre dues à la production alimentaire qui seraient réduites. Et après, là où il peut y avoir débat, c'est que l'ensemble des personnes qui se battent pour les animaux considèrent que les animaux n'ont pas à disparaître non plus, qu'ils pourraient rester des animaux qui seraient dans des refuges, qui seraient, et donc ça pourrait aussi, les pâturages, on n'est pas obligé de les retransformer tous en forêt, bien qu'une forêt est souvent un meilleur puits de carbone qu'un pâturage, il faut bien le souligner. Merci. Alors, moi, je suis d'accord avec ça, bien sûr. Et je pense donc après, il faut regarder. Effectivement, le problème de l'élevage, c'est qu'il prend de la place pour la biodiversité. C'est qu'en fait, il prend de la place, comme vient de le dire Brigitte, soit parce que c'est des pâturages, soit parce qu'on cultive des céréales pour donner à manger aux animaux. Du point de vue de la biodiversité, il y a juste un point délicat, c'est que l'élevage de ruminants, je dis bien des ruminants, donc les bovins et les moutons, ont une qualité intéressante qui explique d'ailleurs l'histoire de leur domestication, c'est qu'ils sont capables de manger de l'herbe, ce que nous, on n'est pas capable de faire, et qu'ils sont capables de le faire sur des endroits où nous, on ne serait pas capable de cultiver notre nourriture. Sur des pâtures, soit par exemple de montagne, soit de zones semi-arides, sur lesquelles c'est la fonction d'élevage en fait historique, c'est que l'animal, en se déplaçant et en métabolisant de l'énergie quelque part, apporte à l'homme de la calorie concentrée quelque part, que lui va chercher, que lui est capable de chercher dans des terres qui sinon ne seraient pas assez productives pour faire ça. Ce qui explique l'importance de l'élevage, par exemple dans le nomadisme, dans les terres semi-arides et dans une partie des traditions, des modes de vie traditionnels. Là, dans ces cas-là, l'élevage est plutôt associé à une fonction positive pour la biodiversité, sous certaines conditions, et notamment sous une condition d'extension, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ne soit pas trop intensif. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Si on met trop de moutons, qu'il y ait des moutons dans les estives, dans les pâturages de montagne, c'est super, c'est important, parce que ça maintient ce qu'on appelle des milieux ouverts. La biodiversité a besoin de prairies, de milieux ouverts, de savanes, de prairies, etc. Qui représentent 20% des espaces terrestres. On en a besoin parce que la biodiversité a besoin d'une mosaïque, en fait. Si tout était forêt, on perdrait aussi. Si tout était prairie sans forêt, on y perdrait beaucoup, hein, mais on a besoin des deux. Et donc là, l'élevage a eu, ou peut avoir dans certains cas, cette vertu de garder ouvert des milieux, notamment parce que dans ces cas-là, les ruminants remplacent ce qui, avant le néolithique, avant les humains, étaient en gros les grands herbivores sauvages qui faisaient ce boulot. Qui entretenaient ces milieux ouverts. Donc on peut penser à l'auroch, on peut penser aux bisons qui n'étaient pas seulement sauvages d'ailleurs dans les grandes plaines américaines, etc., etc. Donc, et cette fonction reste importante pour la biodiversité. Elle reste souhaitable, mais encore une fois, elle est associée au fait qu'on a globalement fait disparaître les grands herbivores. Et donc, voilà. Donc cette place prise par l'élevage, dans certains cas, sous réserve qu'elle est dans un modèle extensif, qu'elle est associée, on va dire, à des usages traditionnels, donc qu'elle est raisonnablement mise en œuvre, elle a plutôt des dimensions positives pour la biodiversité quand c'est des ruminants. Pour les volailles, les porcs, etc., il y a des élevages qui ne sont pas problématiques pour la biodiversité parce qu'ils sont
peu importants. Par exemple, les gens qui élèvent 3 poules derrière chez eux en Asie ou un cochon à la ferme, etc., qui sont plutôt des animaux dans ces cas-là qui vont utiliser les déchets de l'exploitation ou de la ferme. Ce n'est pas forcément un problème de biodiversité. Dès lors qu'on intensifie, il faut produire la céréale pour les élever. Et là, en plus, ils n'utilisent pas, eux, d'espace de pâturage, par exemple. Donc là, il n'y a pas de point positif pour la biodiversité. En revanche, le bilan est différent pour le climat, parce que les ruminants, eux, dégagent du méthane, qui est très réchauffant, alors que ce n'est pas le cas de ce qu'on appelle les monogastriques, notamment les volailles et le cochon. Et juste pour rebondir sur ce que vous dites, l'élevage, du coup, les bénéfices du pâturage et tout ça, c'est le fait d'animaux qui sont vivants. Donc, du coup, on peut le décorréler aussi de la question de la viande. Voilà. Je crois qu'un certain nombre de défenseurs des animaux n'ont rien contre des moutons qui sont en train de brouter. Là où ça commence à poser problème, c'est quand on sépare les mères des petits, quand on les mène à l'abattoir, etc. Enfin, il y a vraiment ces questions-là aussi qui sont importantes à poser. Finalement, je pense qu'il y a vraiment des points de convergence sur beaucoup de choses. Et après, en tout cas pour L214, aujourd'hui, on parle de ce qui se passe en France, avec aussi beaucoup de céréales importées. Quand on parle de déforestation, souvent on dit oui, au Brésil, oh là là, ils coupent l'Amazonie, mais enfin, on est co-responsable puisqu'une partie des céréales sont importées pour la France. On importe du Brésil et du Paraguay, je crois. Argentine. Et Argentine. Oui. Voilà. Donc voilà. Et d'Argentine, on fait venir des chevaux aussi pour les manger ici. Enfin, il y a tout ce commerce international aussi qui compte. Donc effectivement, la biodiversité, c'est une des questions importantes, mais du coup, si on sacrifie d'autres animaux pour la biodiversité, enfin voilà, est-ce qu'on veut sauver les espèces ou est-ce qu'on veut sauver des individus ou est-ce qu'on peut réussir à avoir les deux? Je pense qu'on peut réussir à avoir les deux. Ça renvoie peut-être aux questions qu'on va aborder ensuite, qui est une question de modèle économique. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas besoin de tuer les animaux, de les manger ou d'utiliser leur peau pour qu'ils soient là et qu'ils entretiennent les milieux. En revanche, et donc ils peuvent très bien le faire, on peut avoir des chevaux, des vaches, etc., de différentes espèces plus ou moins rustiques pour entretenir les milieux. Dans ces cas-là, si on ne les mange pas, si on n'utilise pas le lait, etc., tout ça, on peut avoir du coup comment dire, on n'a plus de rationalité économique, de raison économique d'utiliser cet espace. Et à ce moment-là, ça devient une dépense et plus un revenu. Et du coup, je voulais vous demander, donc en fait, on est en train de voir qu'il peut se dégager une sorte de modèle intermédiaire entre un monde qu'on qualifierait de vegan et notre modèle actuel. Est-ce que vous seriez d'accord pour cette idée d'avoir ce modèle intermédiaire qui émergerait peut-être des réflexions qu'on a actuellement, de cette crise qu'on a actuellement, et quels seraient les grands points de ce modèle intermédiaire si on devait le résumer aujourd'hui? Nous, on a lancé au mois de septembre, mais ça faisait un moment aussi qu'on portait ça, puis on n'est pas les seuls. Je pense qu'on est très, très nombreuses et nombreux à le porter avec la fin de l'élevage intensif, déjà, de façon très claire, c'est-à-dire ces élevages où les animaux sont confinés dans des bâtiments fermés sans aucun accès à l'extérieur. Et ça s'accompagne d'une réduction drastique de la consommation de produits d'origine animale. Et c'est du coup, alors pas les antispécistes, mais Springman et Hall dans Nature qui disaient qu'il fallait réduire de 90% notre consommation de viande, de 60% notre consommation de lait, si on voulait respecter les objectifs fixés par le GIEC. Le GIEC lui-même qui dit qu'il fallait réduire absolument et se tourner plutôt vers le végétal. Et même dans un des derniers schémas qu'ils ont publié dans leur dernière étude, le plus haut potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est justement de s'alimenter de façon 100% végétale. Donc, je pense que voilà, il y a une convergence, je pense, sur la fin d'un modèle qui est le modèle aujourd'hui intensif, dit industriel, où les animaux sont confinés dans des bâtiments fermés, où on leur amène la nourriture. Et là-dessus, je pense qu'il peut y avoir un consensus, effectivement, comme un intermédiaire avec, pour les antispécistes, les animalistes, le souhait d'abandonner complètement le fait de considérer les animaux comme de la nourriture. Et c'est dans l'American Journal of Public Health en 2007, donc ça date pas d'hier, qui soulignait justement que
par rapport aux pandémies qui étaient déjà dans leur radar, de dire il est donc curieux que changer la façon dont les humains traitent les animaux, le plus fondamentalement cesser de les manger ou à tout le moins limitant radicalement la quantité de ceux qui sont mangés, est en grande partie hors le radar comme mesure préventive importante. Absolument. C'est le point aveugle de la plupart des politiques publiques d'environnement, notamment européennes. On n'ose pas poser la question de la baisse de la consommation de viande et de laquelle en premier. Et donc, pour répondre à vos questions sur le modèle intermédiaire, moi, je ne sais pas à quoi ressemble à l'échelle planétaire un modèle intermédiaire. Si on réfléchit, je réfléchis à voix haute quelque part, j'aurais tendance à dire que si la partie de l'élevage qu'il faudra garder le plus, c'est celle qui est associée à ce qu'on appelle le mode de vie traditionnel des communautés locales et des peuples autochtones, qui ont coévolué avec un système d'élevage, souvent, pas toujours d'ailleurs, hein, mais souvent, parfois c'est des chasseurs-cueilleurs, mais parfois c'est des éleveurs, qui lui est parfois consubstantiel à la biodiversité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et qui est consubstantiel à leur culture, à leur fonctionnement, etc. Si vous prenez l'exemple des Maasai en Afrique centrale, par exemple, c'est un bon exemple. Et je pense que s'il y en a, autrement dit, qu'il faut garder, c'est bien cela. Ensuite, il y a une autre manière de prendre les choses, c'est comment on fait à l'échelle planétaire. Et là, effectivement, on peut se dire que il faut quand même, faut pas mélanger les arguments, mais on vous dira qu'une partie de l'humanité n'a pas sa ration calorique, ne mange pas à sa faim, elle n'a pas sa ration calorique, et que pour elle, les calories animales sont extrêmement efficaces, sont une manière très efficace de s'alimenter. Vous savez, notamment, j'imagine Brigitte, que manger végétarien ou manger vegan, c'est plus compliqué, ça demande un peu plus de boulot pour ingérer la bonne quantité, le bon régime. C'est un peu plus compliqué. Et donc, on vous dira ça. Et effectivement, je pense que c'est vrai, mais du coup, ça renvoie sur l'idée de... il y a peut-être, certes, pour certaines parties de l'humanité, une sorte de budget éventuellement carné, produits animaux à considérer, mais du coup, ça veut dire que nous, on n'en a pas besoin. Et nous, déjà, nous, on en mange beaucoup trop, pour des raisons déjà sanitaires. Hein, l'OMS, pour notre santé d'organisme, hein, l'OMS nous dit qu'en gros, les pays développés mangent au moins 20% de trop de calories d'origine animale, déjà, pour notre régime. Et ensuite, effectivement, pour les raisons environnementales, de toute façon, on adresse au système agro-industriel une demande de viande telle qu'il ne peut pas y répondre autrement qu'avec des solutions de plus en plus industrialisées et de plus intensifiées, qui génèrent les risques dont on a parlé au début et qui génèrent le besoin de place dont on a parlé. Donc, si on veut qu'un modèle intermédiaire plus familial, plus artisanal, etc., puisse exister et qu'il y ait de la place pour les peuples autochtones, etc., ça veut dire que pour la plupart, pour la masse des classes moyennes que nous sommes, ou des catégories supérieures ou des riches, il faut en manger moins pour que d'autres puissent en manger un peu et que par ailleurs, globalement, on fasse baisser la pression générale sur ce besoin d'espace. Il y a une question dans le chat, etc., qui dit, mais comment est-ce qu'on peut expliquer que la biodiversité, par exemple dans les montagnes, puisse être positivement associée à l'élevage, puisqu'avant l'arrivée de l'homme, elle était plus élevée. C'est vrai, mais vous avez peut-être entendu dire que avant l'arrivée de l'homme, il y avait en revanche des grands herbivores, des herbivores sauvages, qui faisaient le boulot quelque part de tondeuse. C'est presque ça, hein, c'est presque ce qu'on appelle l'ouverture des milieux. C'est ça, en fait. Ils empêchent à certains endroits l'espace de devenir des forêts, parce qu'ils mangent, etc. Avant, c'était les bouquetins, les chevaux sauvages, etc. Ou comme on en voit énormément en Afrique, dans les savanes d'Afrique, les gnous, etc. Dès lors qu'on a supprimé ça, donc du coup pour la biodiversité, on n'a pas besoin que ce soit un mouton. Si c'est un bouquetin, c'est très bien. Mais en revanche, on a besoin qu'il y ait des animaux qui fassent ça si on ne veut pas perdre une partie de la qualité environnementale. Donc c'est un pis-aller quelque part par rapport à la situation pré-néolithique. Mais du coup, ce pis-aller, il a quand même, vu que globalement, il ne reste plus grand-chose pour faire ce travail d'ouverture des milieux, on en a d'une certaine manière encore besoin dans certaines zones pour la biodiversité. Alors après, comme on le disait, on n'est pas obligé que ça soit associé au fait de manger la viande ou d'utiliser le cuir, mais ça renvoie à un modèle économique.
Mais il faudrait peut-être accompagner en quelque sorte le rééquilibrage dans la nature, ça fait quand même des années qu'on a rompu cet équilibre, comme vous le mentionnez, avec les grands herbivores. Donc comment est-ce que nous, si on souhaite rompre avec le modèle actuel, est-ce qu'on pourrait l'accompagner pour retrouver un équilibre qui soit plus pérenne en tout cas? Alors ça renvoie d'ailleurs à une question qui a été posée aussi pendant que je regardais pendant ce temps sur le chat, qui est de dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme mesure rapidement qui obtiendrait ce résultat, de baisser drastiquement et rapidement la consommation de viande générale. J'avoue que je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Probablement que Brigitte a dû y penser beaucoup plus à quelle est la politique publique efficace qui permette d'arriver à ça. J'avoue que j'en ai pas encore, j'ai pas encore vraiment trouvé ça. Réfléchi, j'y commence, mais trouver la manière de le faire, j'ai pas encore, j'ai pas d'informations là-dessus. Et Brigitte doit avoir des idées plus. Ouais, nous, on porte des propositions assez ambitieuses là-dessus. Déjà, sortir de l'élevage intensif, ce serait pas très, très compliqué, en fait, déjà avec un moratoire qui interdit les nouvelles constructions. Or, aujourd'hui, nous, on voit bien, on a beaucoup de collectifs qui nous contactent pour faire arrêter un élevage de poulets ici, un élevage de cochons qui s'étend là-bas. Donc, déjà, ça, c'est une première mesure. Ensuite, exiger de nos politiques qu'ils nous proposent un plan de sortie de l'élevage intensif avec accompagnement des gens qui en vivent aujourd'hui, puisque voilà, c'est un modèle solidaire qu'on veut promouvoir. On ne cherche pas des coupables, on cherche des solutions. Donc, il va falloir accompagner. Un modèle qui, d'ailleurs, aujourd'hui, ne permet pas aux éleveurs, on parlait tout à l'heure de l'économie, qui pourrait aller avec un modèle qui soit différent. Aujourd'hui, 90% des exploitations agricoles, elles sont subventionnées. Et je crois que c'est 100% des pêcheries. Donc, on a déjà un système qui ne tient pas par lui-même. Et ensuite, si on parle des éleveurs eux-mêmes, le taux moyen d'endettement des éleveurs de volailles, par exemple, c'est 257 000 euros. Celui des éleveurs de cochons, c'est 431 000 euros. Celui des agriculteurs au global, c'est autour de 127 000 euros, si ma mémoire est bonne. Donc, on est déjà dans un système qui, économiquement, ne fonctionne pas. Tout simplement. Voilà, ça fonctionne pour quelques-uns, mais qui sont extrêmement rares. Et nous, on est de plus en plus contactés par des éleveurs qui nous disent « mais moi, je ne m'en sors pas. Aujourd'hui, j'ai un élevage intensif. Je suis endetté à hauteur de… » alors là, les chiffres sont variables, mais c'est toujours astronomique, 100 000, 200 000, 300 000 euros. Nos coopératives nous poussent à continuer d'investir parce que comme on a des dettes, il faut qu'on produise toujours plus. Et nos syndicats agricoles, en tout cas les têtes de syndicats agricoles, les dirigeants des syndicats agricoles ne nous représentent plus du tout. Donc, on a vraiment aussi une crise aussi sociale avec un taux de suicide qui est absolument hallucinant. Et souvent, on nous dit « oui, mais vous voulez détruire l'emploi, etc. » En fait, la standardisation de l'élevage fait qu'on a diminué, on a divisé le nombre d'éleveurs depuis les années 60-70 jusque maintenant. Il y avait 33% des actifs qui étaient dédiés à l'agriculture. Aujourd'hui, c'est aux environs de 3%. Donc, on a vraiment réduit. Donc, même passer à un monde vegan du jour au lendemain, on ferait moins de dégâts sur l'emploi, si on veut aller nous chercher sur ce terrain, que ce qu'a fait tout le parcours qu'on a fait jusqu'ici, avec la mécanisation, avec justement des élevages qui sont de plus en plus grands. Aujourd'hui, si on prend quelques exemples, les élevages de poules pondeuses, aujourd'hui, vous avez des exploitations qui comptent plus d'1 million de poules pondeuses. Sur le même, alors avec plusieurs bâtiments, mais vous avez plus d'1 million de poules pondeuses. Pour les élevages de cochons, c'est pareil, vous pouvez avoir plusieurs dizaines, au moins une dizaine de milliers de porcs sur le même endroit. Ce qui est quand même complètement fou, on n'arrive même pas à se représenter. Et effectivement, on a l'élevage des 1000 vaches, qui est finalement petit par rapport à d'autres, mais c'est cette marche en avant, cette espèce d'élan qu'on veut mettre, et sur lequel on a quand même pas mal résisté en France, notamment par rapport à l'élevage bovin. Mais enfin, il y a quand même en France des élevages où même les bovins sont confinés à l'extérieur, sans accès à l'extérieur. On l'a montré dans nos dernières enquêtes, notamment pour l'élevage des veaux, issus des élevages laitiers, puisque ce qui est intéressant, c'est de récupérer le lait d'un côté, et eux sont considérés comme des déchets, mais enfin, on va en faire quand même de la viande de veau blanche, donc des veaux qui sont anémiés en plus, des conditions d'élevage absolument scandaleuses. Donc,
il y a des solutions. Et plus près de nous, les municipales, pour les politiques publiques, elles sont vraiment intéressantes pour insuffler justement le troisième pan qui est la végétalisation de l'alimentation. Encourager les politiques publiques de promotion, de développement des repas alors végétariens ou mieux véganes dans l'alimentation collective. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Yann, sur la nourriture végé qui est un petit peu plus compliquée, en fait, c'est juste qu'on a oublié comment on consommait auparavant ou comment dans d'autres cultures on consommait. Le couscous, c'est du pois chiche, des légumineuses associées à des céréales et avec des légumes. Le chili, c'est des haricots rouges associés à du riz. Et donc, ce mélange céréales légumineuses, qui n'est absolument pas obligatoire au cours d'un repas, hein, mais voilà, quand vous consommez pour aller chercher vos protéines, c'est un mélange céréales légumineuses. Et d'autre part, vous parliez, oui, dans certaines régions du monde, aujourd'hui, effectivement, il y a encore des gens qui ont faim. Il y a aussi pas mal d'études qui montrent, là aussi, on l'a sur notre site viande.info, qui montrent que si on diminue cette demande de viande, notamment dans les pays de l'OCDE, le prix des céréales va baisser. Et donc, la nourriture sera davantage accessible à tous. Alors, pas forcément de la nourriture carnée, mais encore que pour certains pays émergents, il pourrait y avoir un rebasculement vers la nourriture carnée. Mais en tout cas, le prix des céréales baisserait. Et donc, la nourriture serait davantage accessible à tous. C'est encore un effet positif d'une baisse de la consommation de viande, à défaut d'arrêter. Et puis, dans les questions, il y a la question des lobbies. Effectivement, aujourd'hui, pourquoi les politiques publiques, pourquoi publiquement on nous incite à prendre notre vélo plutôt que notre voiture, on nous encourage à prendre des douches plutôt que des bains, mais il n'y a rien n'est dit sur la consommation carnée. Effectivement, on a un lobby qui est extrêmement puissant, qui est le lobby de la viande, qui est présent dans les cabinets médicaux, qui est présent dans les écoles, qui est présent auprès des politiques et qui fait qu'on ne prend pas au niveau politique aujourd'hui des décisions d'intérêt général, mais des décisions qui vont dans l'intérêt de finalement très peu d'acteurs. Parce qu'on ne peut pas dire, c'est pas la plupart des éleveurs s'en mettent pas plein les poches, ça c'est pas vrai. Et donc, ce n'est pas les ouvriers d'abattoir non plus qui gagnent des mille et des cents. Donc, ça va dans la poche de très, très peu de personnes. Et pourtant, ils ont une puissance extrêmement importante. Alors justement, vous parlez des lobbies. Ça va faire la transition avec notre deuxième partie qui est l'économie. Il est parfois reproché par ses détracteurs, donc à L214, d'être en lien avec une sorte de lobby de la protéine végétale et de mener quelquefois des actions un peu trop chocs, un peu trop violentes à l'encontre des métiers de l'élevage. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas mieux de les accompagner plutôt vers une transition un peu douce pour se reconvertir et pour sauver aussi les emplois et faire en sorte que ce soit une transition qui reste durable en termes économiques et sociétals ? Voilà, nous, c'est exactement, en fait, il y a effectivement notamment Christiane Lambert de la FNSEA qui accuse L214 de faire de l'agribashing. Alors, si vous regardez toutes nos communications, elles cherchent à montrer le sort qui est réservé aux animaux, à soulever des questions qui sont essentielles aujourd'hui et des questions que le lobby de la viande ne veut pas entendre. Il y a une espèce de course pour maintenir l'élevage tel qu'il est aujourd'hui, voire continuer encore cette industrialisation galopante. Et dernièrement, il y a une cellule qui s'est montée, la cellule Déméter, qui est un partenariat entre la FNSEA, les jeunes agriculteurs et le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie, pour mettre sous surveillance toutes les personnes qui soulèvent des questions sociétales par rapport aux activités d'élevage, par rapport au modèle alimentaire, etc. Mais nous, on n'a jamais été en opposition à des personnes, on est en opposition à un modèle qui est désastreux, évidemment, au niveau des animaux. On vient de montrer aussi du point de vue environnemental, du point de vue sanitaire, du point de vue social, du point de vue des ressources aussi, du partage des ressources, du gaspillage des ressources, des pollutions diverses et variées. On n'en a pas encore parlé, mais on pourrait parler d'ammoniac, de nitrate, etc. Et non, je crois qu'on défend, nous, avec sincérité, avec bienveillance, l'idée d'un autre modèle en paix avec les animaux. Et malheureusement, effectivement, pour se faire entendre, il faut aujourd'hui montrer comment ça se passe pour de vrai, parce que les seules images qui parviennent, sinon, ce sont des images qui sont contrôlées
contrôlé par les filières. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu sur vos boîtes d'œufs, vous achetez une boîte d'œufs de poules élevées en cage. Est-ce que sur la boîte d'œufs, vous avez des poules qui sont élevées en cage? Ben non, vous n'avez pas ça du tout. Vous achetez une côte de porc voilà, pour faire vos grillades. Est-ce que dessus, on vous montre dans quelles conditions ont été élevés et ont été tués ces animaux? Non, il n'y a aucune transparence. C'est Olivier Falorni qui avait ouvert une commission d'enquête suite aux images qu'on avait montrées en abattoir et qui disait que rentrer dans un abattoir, c'était quasiment aussi difficile que rentrer dans un sous-marin nucléaire. Donc, c'est là où on en est, en fait, avec une opacité totale. Et donc, au lieu d'y répondre, aujourd'hui, la FNSEA, la réponse de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, ce n'est pas d'essayer de réfléchir à un autre modèle, c'est de dire, les lanceurs d'alerte, il faudrait peut-être les faire taire. Voilà. D'accord. Du coup, c'est en lien avec aussi une remarque que j'avais vue passer un jour de Michel Tarier, qui est essayiste et écologue, et qui propose notamment, vers ce nouveau modèle, l'idée d'un rationnement de la viande. C'est-à-dire qu'il proposerait que chaque semaine, une personne ait accès à une certaine quantité de viande rouge carnée. Et j'aimerais connaître votre avis sur cette proposition qui est soutenue par certaines personnes, mais qui est aussi décriée pour justement une sorte d'atteinte à la liberté de consommer des consommateurs. J'avais pas entendu cette idée, donc c'est intéressant. Nous, on serait plutôt sur le fait d'essayer d'inverser. Aujourd'hui, si vous allez au restaurant, si vous allez dans votre restaurant d'entreprise, dans votre cantine de collège ou de lycée, vous avez plutôt tout un tas de choix de plats carnés et très peu d'options végétariennes ou véganes. Et l'idée, ce serait plutôt de faire l'inverse, c'est-à-dire que l'exception, ce serait d'avoir l'option carnée comme choix. Il y avait aussi les idées de taxer la viande. Parce qu'aujourd'hui, quand on paye la viande, notamment en France, on ne paye pas au prix de production. Les producteurs disent assez qu'ils ne sont pas rémunérés au juste prix de ce qu'ils considèrent le juste prix pour eux. Et puis toutes les conséquences en aval, c'est-à-dire justement en Bretagne, on parle des algues vertes qui sont dues notamment aux nitrates, notamment justement aux concentrations d'élevage. Ça, c'est pris en charge par l'État, par nos impôts, et pas par les producteurs de produits d'origine animale, quoi. Donc, c'est des options qui peuvent effectivement être étudiées. Après, j'ai l'impression que si on avait vraiment des politiques publiques ambitieuses, encourageantes, et que justement on rende disponible l'alimentation végétale, on n'aurait pas besoin forcément de mettre des restrictions aussi drastiques en disant on va rationner ou je ne sais pas quoi. Ça se ferait peut-être de façon beaucoup plus volontaire parce qu'aujourd'hui quand même justement les discours sur l'agribashing et tout ça, ça cherche à faire penser que les personnes qui militent pour la baisse de la consommation de viande ou pour l'arrêt total de manger les animaux, ce sont en quelque sorte des extrémistes qu'il ne faudrait pas écouter parce que ce sont des personnes dangereuses et tout ça. Le discours politique qui n'est pas là et qu'on pourrait récupérer justement au niveau peut-être municipal, ce serait quand même pas mal intéressant. Je pense que ce qu'on comprend aussi de nos échanges, c'est qu'au final, on est enfermé dans un modèle qui est à peu près bon pour personne, ni pour notre planète, ni pour les agriculteurs et les éleveurs, ni pour le consommateur finalement, puisque notre santé en pâtit, la terre sur laquelle on vit en pâtit également. Et donc, il n'y a que quelques acteurs qui profitent un peu qui se remplissent les poches au final. Et il faudrait peut-être proposer un modèle qui soit vraiment pérenne pour l'ensemble des acteurs, parce que comme vous l'avez mentionné, les éleveurs eux-mêmes ne se rémunèrent pas tant que ça. Les personnes qui travaillent dans les boucheries, etc., c'est des conditions qui sont très dures également à vivre. Donc essayer peut-être de proposer des solutions pour apporter des bénéfices à l'ensemble des acteurs de la chaîne. Il y a un point qu'il ne faut pas négliger, c'est que ce qui a tiré le modèle vers ce qu'il est aujourd'hui, c'est la volonté d'apporter aux consommateurs une alimentation, semble-t-il, à première vue, pas chère. Et de fait, il y a une chose que vous ne pouvez pas connaître, même moi d'ailleurs, je ne l'ai pas vraiment connue, mais on est passé
d'une situation après-guerre, il y a 50 ans, 60 ans, où l'alimentation représentait à peu près 45% du budget des ménages, à une situation où aujourd'hui, elle représente moins de 10% en moyenne. Ça dépend comment on compte, avec la restauration à l'extérieur ou pas, etc. Ce qui est en réalité qu'on peut percevoir comme une grande victoire. Parce que ça libère dans notre pouvoir d'achat des choses, de l'argent pour faire des moyens, pour faire autre chose, et notamment pour se cultiver, pour, etc., ce qui ont été les grands gagnants de ce gain de pouvoir d'achat. Tout le système, il est fait pour ça, il est fait pour, d'une part, faire payer en partie par le contribuable, Brigitte l'a dit, effectivement, il y a en revanche beaucoup de subventions qui sont une manière de compenser le fait que le consommateur paye pas cher, oui, mais le contribuable le paye, lui, en partie, via les subventions à l'agriculture. Alors, on va dire, mais justement, c'est une politique sociale, puisque le contribuable paye ses impôts proportionnellement à ses revenus, ce qui est en partie vrai, parce que ce n'est pas vrai pour la TVA, mais etc. Et en tout cas, le modèle actuel, il est pensé comme ça. Et donc, on a effectivement un système où il y a une sorte de course en avant vers l'industrialisation. C'est un modèle très capitalistique, presque par définition. À l'origine, l'élevage, c'est un modèle capitaliste. Dès l'origine, c'est un modèle où on investit pour avoir un revenu, d'ailleurs une partie du vocabulaire de l'économie du capital qui vient, capital, hein, c'est capita, c'est tête de bétail à l'origine. C'est un système qui devient de plus en plus capitalistique, notamment parce qu'il est rendu possible, étiré par ce qu'on pense être la demande sociale de manger pas cher, et donc notamment, et pour ça la viande peut avoir d'ailleurs certaines vertus, je dis bien, c'est-à-dire elle peut être efficace pour produire de la protéine pas chère. Mais du coup, la question devient beaucoup plus de dire est-ce qu'on a besoin, vu qu'on n'a pas besoin justement de toute cette protéine, en gros, de ces produits animaux, on peut compenser le fait de moins en manger ou de ne pas en manger du tout par le fait et reporter notre budget de notre budget alimentaire qui était auparavant en partie destiné à la viande, à un budget principalement végétal. Et ce qui équilibre, ce qui permet de répondre à l'objection qui est de dire ouais, vous êtes gentil, mais en fait tout ça est un truc qui est super pour les riches, mais pas possible pour les pauvres. Notamment manger de la viande de bonne qualité, en manger peu, mais bien choisi, des éleveurs qu'on rémunère correctement. Si vous voulez tout ça, si vous voulez manger plus rarement, c'est mon cas. Moi, je ne suis pas végétarien, je suis flexitarien. Moi, je mange peu, mais je la choisis et je mange de la viande que j'essaye d'avoir artisanale, associée à un élevage de qualité, etc. C'est beaucoup plus cher, mais ce n'est pas grave si on n'en mange qu'une fois par semaine par rapport à des situations tendancielles qui peuvent être d'en manger dans nos fonctionnements, de manger deux fois par jour. Donc voilà, ça c'est un élément. Et effectivement, cette idée de rationnement, alors elle fait penser à deux choses. La première, elle me rappelle une discussion qu'il y avait eu à propos du climat et du carbone dans les années 2000, 90-2000, qui était de dire qu'au moment où se discutait beaucoup le problème de la répartition des budgets carbone quelque part entre les pays de la planète, qui était de dire qu'au fond, il y a un truc qui n'est pas normal au fait de dire qu'on raisonne le budget carbone par pays, parce que dans ces cas-là, un pays très peuplé, comme l'Inde, très peu utilisateur de carbone par personne, va se retrouver avec des contraintes, alors qu'un pays moins peuplé qu'il ne l'est, comme les États-Unis, ou maintenant la Chine, qui consomme plus par habitant, va se retrouver favorisé. Et donc l'idée qui germait était d'imaginer une sorte de budget carbone par personne soutenable. Sans parler de rendre des choses obligatoires, on pourrait imaginer une sorte de budget carné ou de produits animaux par habitant soutenable, qui serait certainement beaucoup inférieur à celui qui est dans le régime alimentaire des riches occidentaux notamment, mais qui serait du coup qui permettrait en revanche de conserver des possibilités d'alimentation carnée aux plus pauvres, une sorte d'égalisation. Ça renvoie cette idée c'est plutôt une idée de faire prendre conscience d'un équilibrage nécessaire, et après autre chose est de dire qu'on va imposer un rationnement, et c'est le problème aujourd'hui qu'on a avec cette politique. La Brigitte sait ça mieux que moi, mais l'un des problèmes qu'on a, c'est que là où le modèle, comment dire ça, le régime alimentaire standard, personne ne le perçoit comme quelque chose qui nous est imposé. On a l'impression d'avoir le choix de ce qu'on mange, de ce qu'on mange pas. Et globalement, c'est le cas.
Et on perçoit en face le projet vegan comme un projet totalitaire, d'imposer à tout le monde une certaine manière de s'alimenter en fonction d'une préoccupation que tout le monde n'est pas obligé de partager. Et c'est là que, à mon avis, il faut comprendre une partie de l'opposition et de cette dureté, y compris des mesures répressives comme Déméter et des déséquilibres qu'elle représente. C'est parce qu'en tout cas, je ne dis pas que c'est comme ça, hein, mais il est possible de présenter des choses comme ça, en disant, d'un côté, on veut nous imposer un modèle, etc., alors que de l'autre, on a le choix. Et donc, il faut, à mon avis, faire attention à ne pas culpabiliser, à plutôt montrer que, globalement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et que toute évolution que vous faites dans votre alimentation, de votre régime alimentaire, a un impact. C'est énorme. Il suffit, par exemple, hein, on a calculé que si la planète mangeait à 100%, comme en gros le régime dit méditerranéen, crétois, etc., c'est-à-dire avec beaucoup de légumes, de fibres, etc., un peu de poisson, un peu de viande, mais assez peu, et bien, globalement, on n'a plus aucun problème, ni pour nourrir toute la planète, ni pour avoir de la place pour la biodiversité. Tout simplement parce que beaucoup moins de place est prise pour alimentaire, etc. Donc, il ne s'agit pas d'imposer une diète que personne ne veut manger, etc. Le régime méditerranéen, c'est pas non plus, c'est pas vegan, c'est pas impossible à faire, c'est pas compliqué, c'est plutôt associé à des choses positives. Donc, tout ça pour dire que on peut proposer en gros de présenter des alternatives qui soient non culpabilisantes et surtout pas présentées comme totalitaires, mais plutôt comme un, c'est mieux pour votre santé, deux, c'est mieux pour la planète, trois, chaque pas que vous faites est utile, c'est-à-dire que chaque évolution que vous faites dans votre alimentation a un impact, parce que c'est ça qui est clé, et voilà, et ça va peut-être, et quitte à imaginer tendre vers quelque chose qui pourrait être une sorte de quota par personne idéal, idéal du point de vue développement durable, on peut dire. Pas forcément du point de vue bien-être animal, parce que là, on renvoie à là, pour le coup, on a beaucoup plus d'incompatibilité. Dès lors que le statut d'animal, la manière dont on s'en occupe, dont on met à mort, dont on l'exploite, etc., là, c'est beaucoup moins compatible avec ce que je dis. Parce qu'on est, par nature, forcément un peu plus radical dès lors qu'on ne veut pas atteindre ça. Et là, quelque part, je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas vraiment de moyen terme. La question du sort réservé aux animaux, là, elle n'est pas compatible avec un modèle intermédiaire. Oui, très, très précisément, je peux bien répondre. Effectivement, il n'y a pas de modèle intermédiaire pour les animaux. Pour eux, même les abattoirs qui font du bio ou du label rouge, c'est la même façon de les tuer et pour eux, leur vie s'arrête à ce moment-là. On n'a pas de… Voilà. Par contre, une évolution de modèle, on sait très bien que les révolutions, il y en a assez peu et qu'il faut plutôt une évolution avec des paliers, avec des marches qu'on peut atteindre. Juste l'impact de chaque pas, il est vraiment très important. Chaque fois qu'on réduit notre consommation ou qu'on arrête de consommer, c'est direct. Hein. Autant on ne peut rien faire contre les guerres à l'autre bout du monde et tout ça, enfin en tout cas on a vraiment du mal à agir. Autant là, on a un levier qui est aussi personnel, qui doit être poussé au niveau collectif, mais qui est aussi personnel. Et puis sur ces leviers qui sont mis en place, qui sont justement des leviers qui sont pas la révolution, moi je pense à l'initiative du lundi vert qui a été lancée par la Maison de l'Homme de Grenoble et par c'est le CNRS aussi, Nicolas Trèche, INRA. Lundi vert, c'était juste proposer qu'une fois par semaine, le lundi, on ne consomme pas de viande ni de poisson. La levée de bouclier… Ni de lait, ni d'œufs, tout produit non, animaux. c'était viande et poisson simplement. Et en fait, ils se sont pris une volée de bois vert pour le lundi vert, justement ça a été répondu par les éleveurs, nous on va faire le dimanche rouge ou le samedi rouge, enfin je ne sais plus ce qu'ils ont lancé, mais c'était pourtant pas grand-chose. C'était une sensibilisation justement dans le sens, le climat, on nous dit qu'il faut agir, on nous dit qu'il faut manger moins de viande, les rapports scientifiques nous disent ça, donc on essaye de proposer un pas, et la moindre initiative, en fait, aujourd'hui, comme vous le disiez, en fait, on a l'impression que les véganes veulent imposer quelque chose et on ne se rend pas compte à quel point notre régime alimentaire aujourd'hui est dicté et essayer de sortir de cette norme, on essaye de nous y ramener immédiatement.
Voilà, enfin, moi, quand j'ai arrêté de manger les animaux, la pression sociale qu'on a pour continuer de les manger, elle est quand même assez forte, quoi. Enfin, à nous dire oh, mais alors tu vas avoir des carences, alors que jamais on s'est inquiété de notre santé parce qu'on mangeait de la viande. Enfin, moi, les premières prises de sang pour contrôler mon taux de fer, mon machin, mon truc, c'est parce que j'ai arrêté de manger de la viande et qu'il fallait que je prouve à tout le monde que bah, non, j'avais encore des protéines et j'étais encore en bonne santé malgré le fait que je ne mange plus d'animaux. Et du coup, on a encore des discours, d'ailleurs, des professionnels de santé qui sont problématiques en France. Aujourd'hui, quand vous allez voir votre médecin, que vous êtes malade et que vous dites « je ne mange pas d'animaux ou de produits animaux », enfin voilà, je suis végétarienne, je suis végane, au lieu de chercher souvent pour certains médecins la cause de votre problème, on va vous dire ben voilà, si vous avez un taux de fer qui s'est écroulé, il faut remanger de la viande. On ne va pas chercher à vous faire reprendre votre taux de fer autrement, quoi. Donc, c'est quand même... on a quand même une société aujourd'hui qui... Alors, on a un confort, hein, voilà, c'est le plus facile pour manger aujourd'hui. Ça ne nous pose pas tellement de questions. Les conséquences du réchauffement climatique, bon, on n'est pas tellement impacté ici aujourd'hui maintenant. Les animaux, le sort des animaux, il est un peu loin. Parfois, il y a une vidéo qui sort, mais globalement, on ne l'a pas sous le nez à chaque instant. Voilà. Et donc, ni même le sort des ouvriers. Enfin, voilà, passer une journée dans un abattoir, vous allez voir, enfin, c'est juste l'enfer. C'est misère humaine et drame pour les animaux. Enfin, Ça nous amène bien sur la dernière partie de notre conférence, parce qu'on a parlé des raisons, des impacts d'un point de vue scientifique, d'un point de vue économique, mais peut-être au-dessus de tout ça, on doit penser aussi notre rapport avec l'animal, l'aspect éthique de la chose, l'aspect philosophique. Et du coup, c'est une question qu'on aimerait vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste le rapport intrinsèque que nous avons par rapport à l'animal, par rapport à l'être vivant qui n'est pas humain, qu'il faut repenser également? Parce que est-ce qu'aujourd'hui, l'animal, c'est pas juste devenu cet animal-objet, cet objet de consommation, et qui n'est plus, empreint de valeur qui pourrait être qualifié d'humain? alors, pour moi, effectivement, enfin, la réponse est évidemment positive. Et c'est ce qu'on essaye de soulever par l'intermédiaire de L214 et bien d'autres associations. C'est justement la question du spécisme. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas né dans la bonne espèce, il peut vous arriver tout un tas de bricoles qui ne sont vraiment pas agréables, quoi. Ce rapport aux animaux, effectivement, il est posé notamment par l'intermédiaire de ce coronavirus, hein, sur le fait qu'on aille sur des territoires d'autres animaux et que on se rapproche de virus qu'on n'avait pas côtoyés et qui sont plutôt agressifs pour nous. Mais il se pose chaque jour aussi dans notre rapport aux animaux, ceux qui vivent à nos côtés, où on les considère effectivement comme de la nourriture et pas seulement comme de la nourriture, je dirais, parce qu'on pourrait les considérer quand même comme des êtres doués de sensibilité. C'est d'ailleurs écrit dans le code rural et dans le code civil. Mais là, on a poussé jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus les bâtiments d'élevage ou quoi qui s'adaptent aux animaux, c'est les animaux qu'on adapte de force à des conditions d'élevage qui sont absolument ignobles. Donc, on va couper des becs, on va couper la queue des cochons, donc les mutilations pour pouvoir les faire coexister ensemble dans un espace, dans une promiscuité folle. On les a, enfin, tous les animaux qu'on mange, grosso modo, aujourd'hui, mis à part quelques exceptions, tout du moins en France, c'est des animaux qui ont été optimisés par les zootechniciens de façon à produire toujours plus de viande, toujours plus de lait, toujours plus d'œufs, et qui en pâtissent même au niveau de leur propre santé. Aujourd'hui, quand vous mangez des poulets, pour 83% d'entre eux, c'est des poulets issus d'élevage intensif qui grandissent, qui grossissent 4 fois plus vite qu'en 1950. Leur structure osseuse ne peut pas tenir, leurs organes ne tiennent pas, il y a juste des muscles qui sont super développés. Donc, mais comme on les tue au bout de 35 combien, jours. je crois que 35 jours, de toute façon, voilà, ils n'ont pas le temps de développer les maladies que sinon ils développeraient. Ouais, voilà. Enfin, vraiment, on a un rapport extrêmement violent aux animaux où effectivement on ne les considère pas en tant qu'êtres avec leur propre personnalité, leur propre envie de vivre, leurs groupes sociaux. On souffre pas mal de mentatophobie, c'est-à-dire qu'on est incapable d'imaginer le monde mental des autres animaux. Et donc, il y a des livres qui sortent justement pour essayer de nous sensibiliser à ces questions.
ça tombe bien, j'en ai un juste là, qui vient de sortir sur la vie émotionnelle des animaux de ferme de Jeffrey Mason. Mais c'est rare, on a beaucoup étudié les grands singes, sur les corvidés aussi, il y a des trucs absolument fabuleux, mais sur les animaux de ferme, ça ne nous intéresse pas trop de savoir, parce que si on s'imagine qu'on est en train de manger des animaux qui ont une intelligence, qui ont des relations sociales fortes et tout ça, bah, évidemment, ça va nous mettre mal à l'aise. Alors après, vous allez dire, ah, vous avez un discours culpabilisateur. Non, si je vous raconte l'histoire de la purée, même en utilisant le fait qu'on arrache les pommes de terre de la terre, qu'on va les éplucher à vif, qu'on va les plonger dans l'eau bouillante et qu'ensuite on va les écrabouiller, je suis sûre que ce soir, ça ne vous pose aucun problème pour manger de la purée. Vous ne vous sentez pas coupable par rapport aux pommes de terre. La culpabilité, finalement, c'est quelque chose qui nous appartient. Nos images d'abattoir, quand elles ont fait si grand bruit, c'est parce que dans le regard des animaux, dans leurs réactions, on voyait des réactions qu'on aurait pu avoir nous-mêmes. On sait très bien qu'on n'est pas si éloigné que ça des autres animaux. Sauf qu'on a mis une partition de spécisme. Il y a les êtres humains d'un côté, et après, les autres animaux, grosso modo, c'est toute une masse dont on fait ce qu'on veut. Alors, on va avoir des animaux de compagnie. Alors, ceux-là, pour certains, ils sont moins malheureux que les autres. On va avoir les animaux de ferme. On va avoir les poissons. Alors, eux, c'est du stock. Même pas, c'est des animaux, c'est du stock. Et là, en ce moment, on est un peu inquiet parce que les stocks baissent. Du coup, on pourrait ne plus avoir de poissons à manger. On n'est pas inquiet pour les poissons. Finalement, on est inquiet pour nous-mêmes sur des ressources qu'on n'aura plus. Donc oui, fondamentalement, ce rapport qu'on a aux animaux, il est totalement à remettre en question. Et voilà, on propose des mesures transitoires, mais clairement, le projet, c'est d'avoir une planète où on peut cohabiter avec les autres animaux sans avoir ce rapport extrêmement violent avec eux. Enfin, j'ai une dernière question. Vous pourrez peut-être y répondre tous les deux. C'est plutôt sur la notion de bien-être qui est un peu au cœur de tous les débats. À la télévision, on mentionne beaucoup cette question de bien-être animal. Et moi, ça m'a toujours posé souci parce que en tant qu'humain, quand on parle de bien-être, c'est quelque chose qu'on s'offre un petit plus dans le quotidien après une journée de travail. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal de dire qu'on remet l'animal au centre de notre relation, etc., et qu'au final, on va lui accorder du bien-être. Moi, juste un point, je voulais en profiter aussi, je prends la parole pour dire, il y a une question qui m'a interpellé là, dans les questions du public, que je pense que c'est intéressant de répondre. Quelqu'un demande, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'un système de paiement pour services écosystémiques pour rémunérer des gens pour tout simplement élever des animaux sans les consommer et qu'ils génèrent les services que les animaux peuvent avoir. Et moi, je réponds oui, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi ça n'existe pas plus, peut-être pour une question de mobilisation sociale. Ça existe un peu en Angleterre. Les Anglais sont, comme vous le savez, un peu les champions, en tout cas historiques, de la question animale et de ces questions-là. Donc, il existe quelques expériences en Angleterre où on rémunère de l'élevage non consommateur qui permet de garder des paysages ouverts, tous les avantages qui sont associés, sans ni manger, ni tuer les animaux, etc. Ils meurent de leur belle mort. Vous avez aussi, là, plus près de nous, je ne sais pas ce que vous en pensez, Brigitte, mais moi, j'ai observé le succès d'une initiative qui s'appelle les œufs, l'œuf qui ne tue pas la poule. C'est-à-dire que vous mangez des œufs de poule qu'on ne va pas tuer une fois qu'elles ont passé leur pic de productivité d'œufs. On les garde, elles meurent de leur belle mort. Elles continuent à pondre, on utilise leurs œufs. C'est nettement plus cher. Hein, c'est 1 euro l'œuf à peu près. Hein. Donc on voit bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une alimentation de produits animaux respectueuse de l'ensemble du système, c'est une alimentation beaucoup plus chère. Mais du coup, par laquelle il faut compenser par le fait qu'on en mange moins, c'est tout. Voilà. Et donc, je voulais dire, oui, ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Je ne comprends pas pourquoi ça n'existe pas plus. Et c'est quelque chose d'important. Il faut quand même se rendre compte que les associations environnementales sur les animaux en France sont très peu nombreuses. Hein. Les Français, les Latins en général, je crois, il y a très peu de monde dans nos associations. Pour vous donner un exemple, la Société royale anglaise pour la protection des oiseaux, de RSPB, c'est 1 million de membres.
nous, je crois que FNE, France Nature Environnement au total, c'est un peu plus de 100 000, je crois, membres. Donc, vous voyez, voilà, ça vous dit long. Donc, effectivement, la mobilisation associative, en fait, elle n'est pas si importante que ça aujourd'hui dans les pays latins, notamment dans la France. Et c'est probablement une manière de voir. Parce que par ailleurs, moi, je suis persuadé qu'on a sur ce problème-là le même problème qu'avec le climat et le carbone. De la même manière qu'on ne peut pas fermer les usines et les centrales à charbon comme ça du jour au lendemain et laisser sur le carreau les gens qui y travaillaient, qui ont investi, dont c'est le travail, dont c'est le salaire, etc. Comme ça, on leur dit, OK, vous êtes virés, c'est pas possible. Il faut les accompagner parce qu'on les a mis dans ce système. Comme le disait Brigitte, on a mis les agriculteurs, les éleveurs dans un système de plus en plus capitalistique et de plus en plus industrialisé. Il faut, si on veut qu'il se passe autre chose, c'est normal qu'ils soient très crispés, parce qu'ils sont comme ça. Ouais. Ils ont un endettement énorme, et donc ils ont besoin que le revenu soit un peu au-dessus de leur système. Sinon, ils sont pris à la gorge. Et donc, il faut évidemment y aller doucement et quelque part les reconvertir, les aider à se reconvertir, leur adresser une demande différente pour que ceux qui se reconvertissent trouvent un bon business, de quoi bien gagner leur vie, etc. Ce qui est en fait un peu en train de se passer avec le bio, hein, d'une certaine manière, pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant, le bio est rémunéré d'une manière qui permet aux agriculteurs de mieux vivre. Espérons que ça dure, ce n'est pas du tout garanti. Voilà, donc ça, moi, je voulais dire ça, même si ce n'est pas une réponse directement à votre question. D'accord. Ouais, et sur le bien-être animal, du coup, oui, c'est un terme qui peut mettre mal à l'aise parce qu'on va parler de bien-être animal. Anecdote, en 2012, changement de cage pour les poules pondeuses, une loi qui entre en vigueur, une directive européenne. Et donc, les nouvelles cages ont été appelées cages bien-être. Voilà. Donc, c'était des cages, grillages toujours partout, pareil. Et effectivement, on parle de bien-être animal en fait pour rassurer les consommateurs. Parce que les consommateurs ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas consommer des animaux qui ont été malheureux toute leur vie et tués dans des conditions atroces. Ça, voilà, on a tous, on ne veut pas être de ce côté-là. On aspire, quand on mange de la viande, à manger des animaux qui ont eu une belle vie et qui ont eu une belle mort. En tout cas, ça ne s'est pas passé de façon si pire que ça et qu'on a pu parler à un moment de bien-être animal. Mais voilà, on a inventé le Père Noël aussi, tout un tas de trucs comme ça. C'est un peu dans la même veine de se raconter une histoire de façon à masquer un peu la réalité. Maintenant, il y a des définitions qui sont arrivées du bien-être animal. Pour certaines, c'était simplement qu'ils aient à boire, à manger, un endroit pour se coucher, etc. Et une absence de douleur. Et l'absence de douleur. Et c'est l'ANSES là, qui vient de sortir une définition il y a quelques mois, peut-être maintenant 1 an, où ils ajoutent une dimension psychique. Et c'est la première fois que je dis ça. Et donc, du coup, par rapport aux élevages intensifs, par rapport à ces élevages où les animaux sont complètement confinés, qu'est-ce qu'on en fait? Mais déjà, par rapport à l'article L214 du Code rural, qui dit que les animaux sont des êtres sensibles et doivent être placés par leurs propriétaires, ce qui est contestable, dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce, est-ce qu'on peut dire qu'une truie coincée dans une cage avec les porcelets qui têtent à travers les barreaux, est-ce que là, on est dans les impératifs biologiques de l'espèce? Voilà. Est-ce que des poulets dans un grand bâtiment à perte de vue, qui sont 20-30 000 dans le bâtiment, tous des petits pupious de la même taille, là, à grossir très très rapidement, est-ce qu'on est vraiment dans le bien-être animal? C'est beaucoup utilisé d'ailleurs par le gouvernement qui dit nous on prend des mesures pour le bien-être animal, mais c'est encore une fois plutôt de la propagande, pardon, hein, mais c'est de la propagande pour essayer de nous rassurer. Voilà, il y a des lois qui régissent le truc, vous inquiétez pas. Quand on a montré les images d'abattoirs, le bien-être animal en abattoir, il est respecté, on a de la réglementation, on a des services vétérinaires sur place, tout va bien. On a démontré que non, comme on pouvait s'y attendre dans les abattoirs, tout va mal. Disons que c'est la mesure palliative, c'est-à-dire que c'est la réduction de la souffrance animale. Donc c'est pas évidemment comment dire, on peut pas dire qu'un animal est heureux quand il est dans des conditions d'élevage intensif. Ça c'est clair. Et donc c'est une réduction de souffrance. Il faut aussi rajouter à cette question une autre qui passe inaperçue, c'est que nous avons les humains très massivement remplacé la faune sauvage par la faune domestique. Quand vous regardez les chiffres,
c'est impressionnant. La biomasse, c'est-à-dire la masse totale d'animaux vivants en quelques siècles, en 2 siècles, on a quasiment remplacé, c'est impressionnant, c'est vraiment, je crois que c'est aujourd'hui 80% de la biomasse animale et de la biomasse domestique. Et il ne reste plus que, et je crois que nous on représente 7%, et la biomasse sauvage c'est 10 à 12%, je crois. Et donc il y a aussi la question, si on pense à la condition animale, cette existence de l'animal domestique est aussi un problème pour la faune en général, pour la faune sauvage en général. Comment dire, l'être vivant vertébré le plus nombreux sur Terre en permanence, c'est le poulet. C'est 81 milliards, je crois, en permanence vivant sur la planète. Donc, vous voyez, on peuple la Terre d'animaux domestiques qui prennent toute la place et qui ont remplacé la faune sauvage aussi. Donc, et ça rentre en ligne de compte. En revanche, il y a toujours un point qui m'intrigue, c'est qu'on entend beaucoup dire l'industrialisation de l'élevage n'a été possible que parce que les urbains n'ont pas le contact avec le sort réservé aux animaux. On est loin de l'abattoir, on est loin des conditions d'abattage, du sort fait aux animaux. Pourtant, dans mon expérience personnelle, et puis par ailleurs quand on va dans l'histoire, quand on vit en région rurale, au contact de l'animal et de sa mort, on n'est pas du tout plus sensible. Et je me rappelle avoir assisté, moi, à des égorgements de moutons avec les enfants, tout le monde étant habitué à la question. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on est urbain déconnecté de cette question qu'on est insensible, alors que si on était connecté à la question, on deviendrait sensible, puisque les populations au contact de l'animal, l'élevage, y compris à la ferme, ne manifestent pas de rejet, on va dire, du sort qui est fait à l'animal, même si, à part les conditions d'abattage, éventuellement, ces conditions de vie sont quand même meilleures que dans un élevage intensif, je suis d'accord. Mais il reste qu'il y a une forme de violence au moment de l'abattage, de tout mammifère, par exemple, ou de vertébrés, on va dire en général, avec lequel on n'a pas de problème, y compris quand on vit avec. Oui, voilà, j'habite avec Sébastien, qui est aussi un des fondateurs de L214. Son grand-père était le seigneur du village, éleveur bovin. Et donc, lui, depuis tout petit, assiste à la tuerie du cochon. C'est son grand-père qui le fait pour la consommation familiale. Et donc, les hurlements du cochon qu'on égorge au milieu de la cour de la ferme n'ont rien à envier aussi à ce qui se passe dans un abattoir. Et effectivement, le questionnement qui est arrivé dans nos vies à un moment, c'était plutôt un questionnement philosophique, évidemment avec une sensibilisation à la souffrance animale, mais ils l'ont aussi. Les éleveurs, ils sont sensibles à la souffrance des animaux. Ils ne sont pas spécialement heureux quand les animaux avec lesquels ils vivent souffrent. Alors après, il y en a qui sont dans des élevages intensifs où finalement, les animaux sont incalculables. Vous avez une marée d'animaux. On change de registre complètement. Mais la plupart, ils sont soucieux des animaux, et souvent, ils sont d'ailleurs tristes quand c'est le moment de les envoyer à l'abattoir. On a beaucoup de témoignages aussi dans ce sens-là chez des éleveurs plus petits, et certains qui mettent la clé sous la porte en disant « mais non, mais moi, je ne peux plus ». Il y a un très, très beau documentaire qui s'appelle « Peaceable Kingdom », qui montre justement le destin d'éleveurs qui arrêtent à un moment parce qu'ils ont été touchés par le sort d'un animal, ou parce qu'un épisode dans leur vie fait qu'ils remettent totalement en question le modèle. Il y a Jean-Baptiste Delamo qui a écrit un article aussi dans Libération qui s'appelle « Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse » et qui revient justement sur des parcours d'éleveurs qu'il a croisés en France qui ont aussi arrêté d'élever les animaux parce qu'à un moment, le sort des animaux les a touchés. Donc, cette différence ville-campagne, c'est là aussi un espèce d'artifice pour essayer de créer une espèce de césure pour empêcher d'avancer. Et en fait, c'est là-dessus que gagne le modèle de l'élevage intensif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, on est 88% à être opposés à l'élevage intensif, sauf que ça ne se matérialise pas. Comme vous le dites, les associations, elles ont assez peu d'adhérents finalement par rapport à la France. Et on n'arrive pas à montrer qu'en fait, on est une très forte majorité à nous opposer à ce type de conditions d'élevage, par exemple. Et c'est ça l'enjeu, de s'unir ensemble. C'est le sens de l'appel qu'on a lancé, l'appel contre l'élevage intensif, qui est signé aujourd'hui par 200 personnalités et ONG, de dire, OK, on ne va pas être d'accord sur la vision finale
forcément. Voilà, il y en a qui sont pour les petits élevages paysans, il y en a qui sont pour plutôt un monde vegan. Mais on a cette idée commune que maintenant, ça suffit, ce modèle. Il faut absolument en sortir. Et on est vraiment très nombreux à le faire. Mais on n'est encore pas suffisamment… ce lobby citoyen, en fait, n'arrive pas à s'opposer, enfin, n'est pas suffisamment fort pour s'opposer à un lobby professionnel qui est implanté depuis longtemps, hein, depuis Pisani, hein, dans les années 60. Et en fait, on n'arrive pas du tout à sortir de ce truc. Aujourd'hui, les ministres de l'Agriculture en France, c'était Dominique Bussereau qui avait été ministre de l'Agriculture dans les années 2000, qui disait, quand on m'a pressenti pour le rôle de ministre, j'ai reçu un appel d'un représentant de la FNSEA et j'ai eu l'impression de passer un entretien d'embauche. Donc voilà, tout est dit, quoi. Merci, merci. On va terminer cette partie par une question qui va se connecter avec la situation actuelle, l'actualité du Covid. Il y a beaucoup de réflexions qui sont en train de sortir par rapport à notre système, notre mode de consommation. Et nous aimerions connaître votre avis sur l'après-Covid. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste par rapport à cette question? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir tendre vers ce système intermédiaire dont on a parlé? Ou est-ce que, au contraire, vous êtes plutôt pessimiste et vous avez peur que finalement on soit sur une relance d'un système, du même système, et que rien ne se passe? Moi, j'ai très peur. Je dois avouer, j'ai très peur. Moi, j'ai vu notamment l'impact de la crise financière de 2008 sur les politiques environnementales. Pour moi, je suis très inquiet et frustré à l'avance, on va dire, du fait que pour moi, exactement comme en 2008, en 2020, à partir de septembre 2019, en gros, on a eu une vraie montée et remontée des questions développement durable, hein, là je ne parle pas de bien-être animal, mais développement durable à l'agenda politique de tout le monde, à commencer par les médias, mais de la classe politique, des entreprises. Nous qui travaillons, l'IDRI travaille là-dedans depuis 20 ans, on a observé un changement majeur, une vraie vague de volonté de faire quelque chose, etc. Et une fois de plus, exactement comme en 2018, alors il ne faut pas oublier 2018, il y a eu le Grenelle de l'environnement qui, pour la France, même s'il était fait, comme on dit que c'est Sarkozy, et qu'ensuite Sarkozy, 2 ans après, a dit l'environnement, ça commence à bien faire, on a oublié. Le Grenelle de l'environnement était une vraie inflexion majeure, positive pour l'environnement, en termes de budget, en termes de loi, en termes d'actions qui étaient prises, c'est majeur. Tout ça a été effacé par la crise financière parce qu'à ce moment-là, on s'est intéressé à une seule chose, c'est comment faire pour se sortir de ce problème. Et le risque majeur que je vois, c'est que moi je commence à le voir déjà, plus personne ne s'intéresse aux questions de développement durable maintenant dans les comment dire ça, chez les financeurs, chez les acteurs qui soutiennent ces politiques-là. Bien sûr, les ONG, les think tanks, etc., comme nous on essaie de dire attention, il faut que la relance soit verte et comment faire pour qu'elle soit verte, etc. Mais on sent bien que la priorité, ça va être de se sortir de ce marasme terrible, historique, séculaire dans lequel on est, et qu'une fois de plus, comme c'est arrivé déjà en 2008, je crains qu'on mette des années avant que de nouveau, parce que c'est une question d'agenda politique, c'est une question de où est-ce que c'est positionné dans l'agenda politique, dans la priorité. Vous avez vu progressivement pendant votre génération, l'environnement montait depuis une préoccupation qui était la 3, 4 ou 5e dans l'ordre des préoccupations des Français, par exemple, mais des Européens, jusqu'à la première place, qui n'a atteint qu'il y a que récemment, en fait, hein, qu'il y a 6 mois, 1 an. Et de nouveau, on va descendre, cette question va descendre, et va remettre 5 ans, 10 ans à remonter, etc. Puis il y aura une nouvelle crise entre-temps, etc. Donc, effectivement, je suis très inquiet. Le seul espoir que j'ai, c'est qu'on prenne conscience qu'il y a bien une question dans les risques sanitaires, puisque c'est ce dont on va s'occuper aujourd'hui, demain, et avec raison, hein, c'est vrai que c'est impressionnant ce qui peut nous arriver, c'est rien, le Covid-19, c'est rien par rapport à ce qui peut nous tomber dessus, donc et si effectivement on se dit, oulala, mais il y a quand même un gros problème avec l'élevage intensif, en particulier de volailles, hein, volailles et porcs, qui se développent de manière exponentielle dans tout le monde en développement, dans les pays émergents en particulier, en Asie, etc., et que si on veut faire quelque chose, c'est pas seulement fermer les marchés humides, ou les réguler d'ailleurs. Moi, je suis plutôt pour les réguler, pour les fermer, hein, parce que la prohibition génère toujours du marché parallèle qui est encore plus dangereux sur le plan sanitaire. Mais les réguler, et si on pouvait se dire, il faut peut-être faire quelque chose pour l'élevage,
Et si on veut faire quelque chose pour l'élevage, il faut réduire la demande, parce qu'on ne pourra pas rendre l'élevage plus sûr, plus artisanal, plus pourvoyeur d'emploi, plus tout ce que vous voulez, plus vertueux, si on continue à lui adresser une telle demande croissante. Si on se dit ça, et que effectivement les pays d'Asie, par exemple, notamment la Chine, se le disent aussi, alors là, peut-être que ça sera un effet positif de la crise. On peut peut-être essayer d'y travailler, on va d'ailleurs y penser, même si ce n'est pas facile. Voilà, mais voilà comment je vois les choses de mon côté. Je propose peut-être qu'on passe aux questions, sinon on n'aura pas le temps de les traiter. On va donc commencer avec une question de Sylvain Dautré. Merci Monsieur Laurence et Madame Gauthier. En tant qu'étudiant à Sciences Po, que pouvons-nous faire concrètement pour mettre fin à l'élevage intensif? Plein de choses. Alors, plein de choses. À Sciences Po, déjà, vous devez avoir peut-être alors soit une cantine, soit des restaurants autour de l'école. Voilà. Donc, vous avez de quoi faire monter la demande pour des plats qui ne sont pas carnés ou pour, allons-y directement sur des plats véganes autour. Donc, solliciter que l'offre se développe. Chaque jour, vous-même, vous pouvez faire le choix. C'est vous qui choisissez. Hein, vous êtes maître de votre assiette. Donc voilà, sur notre site Vegan Pratique, vous avez tout un tas de recettes, y compris pour les étudiants. Donc ce n'est pas plus cher de se nourrir sans manger les animaux, quoi. Il y a des boîtes de lentilles qui sont vraiment pas chères du tout. Et quoi d'autre? En tant qu'étudiant, aujourd'hui, vous avez le droit de vote. Les municipales, il y en a une partie qui est passée, et a priori, on va avoir un deuxième round. Donc là aussi, pour les municipales, il y a des listes que, avec L214, en tout cas, on a poussé à déjà ne plus commander des produits issus de l'élevage intensif, de la pêche industrielle, ne plus prendre aussi des produits issus de certaines conditions d'abattage, notamment abattage sans étourdissement, abattage au dioxyde de carbone pour les cochons ou abattage des volailles par électronarcose, puisqu'il faut les suspendre avant même de les avoir étourdies. Et puis, la végétalisation de l'alimentation est portée aussi. Donc, être attentif sur nos choix politiques et les pousser. Vous pouvez aussi interpeller vos députés, les pousser, montrer que ces questions, elles sont toujours là, justement. Comme vous le soulignez, Yann, il faut leur montrer que ces questions-là, elles sont importantes et qu'il va falloir y répondre, que cette reprise après la crise Covid, il faudrait qu'on la fasse dans le bon sens et pas repartir sur les mêmes choses qu'on a fait avant, puisque les mêmes causes font les mêmes effets. Donc, si on ne change pas, la prochaine épidémie, elle sera peut-être beaucoup plus grave. On va prendre les conséquences du changement climatique, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Et puis après, quelles études, quel métier vous vous destinez à faire? Là aussi, en fonction du métier que vous allez choisir, vous pouvez avoir un impact extrêmement important sur notre avenir à toutes et à tous, quoi. Très bien, je vous remercie. Maintenant, une question. Comment peut-on envisager une déconstruction des préjugés chez les individus concernant la nécessité de consommer de la viande en quantité, notamment à travers l'école et dès le plus jeune âge? Ah, dur. dur, parce que nous avons quand même des interventions, notamment pilotées par Interbev, donc l'interprofession des éleveurs bovins, par le CNIEL, qui représente le lait dans les écoles aujourd'hui de façon plutôt massive. On a encore des subventions européennes pour faire la promotion des produits laitiers dans les écoles. Donc tout ça, c'est pas gagné. Avec L214, on a développé L214 éducation pour maintenir la curiosité, la sensibilité à l'égard des animaux, mais c'est absolument, effectivement, pas suffisant. On a un gros souci en France par rapport aux professionnels de santé qui aujourd'hui ont très peu d'études en nutrition finalement. Notamment les médecins généralistes, ils ont vraiment un très très court moment sur la nutrition et aujourd'hui on a vraiment un manque d'informations pour être finalement rassuré ou accompagné dans notre choix de moins consommer ou de ne pas consommer du tout de produits d'origine animale. Et donc ça c'est une action pour les années à venir, mais il y a déjà des associations qui y travaillent, hein. Je pense à Greenpeace qui a dénoncé il y a 1 ou 2 ans maintenant le GEMRCN, qui est le groupement pour établir les repas dans les cantines.
vous avez un groupe d'études qui va vous donner la composition des repas et tout ça. Et en fait, ce groupe d'études ne donne pas des nutriments à avoir au cours des repas, mais va donner des aliments à mettre absolument au menu. Et ces aliments, en fait, représentent… ce GEMRCN, vous pourrez vous dire, il dépend du ministère de la Santé, logiquement. Non, il dépend du ministère de l'Économie. Vous êtes un débouché économique. Et donc, du coup, vous avez le lobby de la viande qui est très présent, mais pas celui de la lentille et du pois chiche. Et donc, du coup, les recommandations, elles sont plutôt sur une grande quantité de viande, de poissons et les produits laitiers à tous les repas. Et produits laitiers, c'est produits laitiers, lait animal. Tout ce qui est boissons végétales ne sont pas du tout représentés ou défendus. Donc, ouais, il y a vraiment du travail là-dessus. Il y a peut-être une image aussi des restos végé vegan. Maintenant, il y en a de plus en plus et qui sont plutôt très sympas, branchés, vraiment qui se fondent dans la masse. Donc ça, c'est très bien. Ça se démocratise dans le sens où on a encore une image qui traîne un petit peu des restaurants où on vous sert des graines germées et qui sont très avec des bâtons d'encens et des trucs comme ça. Non, c'est plus du tout ça maintenant. Ça se démocratise, c'est de plus en plus simple. On voit aussi dans les supermarchés ou dans les magasins bio, partout, vous avez de plus en plus d'offres disponibles. Donc, c'est aussi par là, parce qu'à force d'y aller aussi. Et moi, j'ai constaté, ça fait 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans qu'L214 existe. Autant au début, on croisait très très peu de personnes qui avaient arrêté de manger les animaux. Autant maintenant, même quand on croise des députés ou des sénateurs, ils nous disent oui, mais ça m'intéresse beaucoup parce que mon neveu, etc., etc. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, on peut connaître d'autres personnes qui ont arrêté. Alors qu'avant, c'était plutôt des personnes assez isolées. Aujourd'hui, voilà. Et donc, moi, j'ai un espoir là-dessus sur le fait qu'on soit de plus en plus nombreuses et nombreux. Déjà, on montre qu'on n'est pas mort, pâle, rachitique, etc. Mais en plus, ça crée une normalité dont on a besoin finalement pour pouvoir parfois affirmer ses convictions en disant non, je ne suis pas forcément tout seul à penser ça. En fait, on est de plus en plus nombreuses et nombreux et c'est peut-être par là qu'on réussira à sortir de l'ornière dans laquelle on essaye toujours de mettre les personnes qui consomment moins ou qui ne consomment plus du tout d'aliments. Merci. On va terminer avec une dernière question de Caroline Vaught. La demande en produits carnés vient-elle réellement des consommateurs ou bien de divers lobbies qui ont produit cette demande? N'est-ce pas possible de renverser cette demande et cette tendance? Alors, comme on l'a dit, effectivement, on a la pression des lobbies, mais enfin, ils ne nous ont pas quand même ouvert la bouche de force pour mettre de la viande dedans. Hein. C'est sûr qu'il y a eu, après la guerre, un véritable revirement dans les modes de consommation. Donc, il y a effectivement, d'une part, les lobbies, de l'autre part, les êtres humains, on est des animaux un peu fainéants. Le changement, on n'est pas super rapide sur certains changements, surtout si ces changements peuvent nous demander des efforts où on n'y voit pas notre propre bénéfice, où on ne le voit pas tout de suite. Par exemple, je pense les téléphones portables, ça a été très très rapide pour qu'on ait tous un téléphone portable. Donc ça a été un changement d'habitude qui s'est fait très rapidement, mais on y trouvait chacun des bénéfices. Et en fait, j'ai l'impression que les bénéfices pour lesquels qu'on aurait en arrêtant de manger de la viande, ils sont justement masqués. Ou quand on arrive à en sortir un, vous avez tout de suite un lobby qui arrive, le lobby de la viande qui arrive pour vous dire non, pas du tout. Voilà. Il y a la fabrique du doute qui est vraiment très importante. Par exemple, l'OMS qui nous dit sur les cancérigènes, cancérogènes, sur la charcuterie et les viandes rouges. Et vous avez la fabrique du doute sur les émissions de gaz à effet de serre aussi. Ah non, l'élevage, ce serait, attendez, les prairies, puits de carbone. Alors qu'en fait, on se rend bien compte quand même, c'est 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, c'est en grande partie responsable de la déforestation. Mais pour autant, vous avez des voix qui s'élèvent. Et d'ailleurs, l'INRA, enfin INRAE maintenant, avait sorti un rapport sur l'élevage très, très favorable à l'élevage. Et plusieurs scientifiques de l'INRAE ont sorti une tribune en disant « mais c'est impensable qu'un institut public sorte un tel ramassis de contre-vérités scientifiques
pour venir en défense à l'élevage. Donc, il y a vraiment eu des voix qui se sont élevées à ce moment-là. Et nous, on avait déjà dénoncé il y a quelques années, quand on avait fait notre première campagne qui était contre le gavage des oies et des canards, où on s'était retrouvé en face de scientifiques de l'INRA qui disaient, mais en fait, on n'a aucun élément scientifique pour dire que les canards souffrent du gavage. Et nous, on était tombés comme des ronds de flanc à se dire, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les scientifiques d'instituts publics reçoivent des financements privés. Et du coup, leur parole, du coup, elle est complètement orientée. Et c'est le cas notamment dans la zootechnie. Donc, ces processus qui consistent à travailler sur les animaux pour, là, notamment, développer des animaux qui sont beaucoup plus productifs. Et donc, on le retrouve aussi du côté environnemental et tout ça, quoi. Très bien, je vous remercie. Maintenant, une question qui s'adresse à tous les deux. Est-ce que vous auriez une lecture, un podcast ou quelque chose à recommander aux participants? Oui, moi je pense je regardais si je le trouvais pour vous le montrer, un bouquin que j'ai beaucoup aimé de Frédéric Lenoir, qui s'appelle Lettre ouverte aux animaux. Frédéric Lenoir, c'est un philosophe, il travaille sur beaucoup de questions, et c'est pas tellement son sujet central, mais il se pose la question suivante, il se dit, j'ai un problème, c'est que j'ai décidé d'arrêter de manger des animaux, etc., de devenir vegan, pour une question de sort réservé aux animaux. Et pour autant, Lettre ouverte aux animaux, c'est ça, il y a ceux qui les aiment, livre de Frédéric Lemoine. Et pour autant, il y a un problème, c'est qu'il y a un moment donné, comment on fait pour s'arrêter sur le continuum des animaux? C'est-à-dire qu'on s'en fiche d'écraser une mouche. On s'en fiche de manger une sardine, on n'a pas, enfin, pas forcément, mais certains peuvent s'en ficher de manger une sardine. Où est-ce qu'on met le curseur dans le soin qu'on accorde aux animaux? Et il répond à ça avec une réflexion qui dit, en fait, c'est une question qui n'a de réponse qu'individuelle. C'est à chacun de positionner le curseur sur ce qu'il veut bien faire en termes de sort réservé aux animaux. Et lui, il dit le critère qui lui paraît à lui, hein, il ne dit pas que c'est le bon critère. Dans ce bouquin, il dit que le critère qui lui paraît à lui le plus intéressant, c'est celui globalement de la sophistication du système émotionnel de l'animal. Et c'est parce qu'il pense que le petit poisson a un système émotionnel et de conscience moins sophistiqué que le cochon, qu'il estime qu'il peut manger un petit poisson et pas un cochon. Mais il dit que ce n'est pas une réponse universelle, il dit que c'est la sienne, que c'est sa proposition. Et je trouve qu'à la fois, sa manière de décrire cette question et ce rapport philosophique à l'animal et la question qui se pose et la manière de répondre, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et je vous recommande cette lecture. Je plus sois. Justement pour les antispécistes aussi, cette question de la limite, où est-ce qu'elle se pose, qui fait partie de cette sphère de considération morale, c'est une question importante et ça va être déterminé justement sur la sentience, c'est-à-dire la capacité à ressentir des émotions et tout ça. Et qu'aujourd'hui, on ne sait pas où sont les limites parce qu'on ne les a pas cherchées. Globalement, on mange les autres animaux, donc on s'en fiche, on les mange, qu'on les pense conscients ou pas conscients. Et ce sera cette question-là à laquelle il va falloir répondre. Mais pour répondre à Frédéric Lenoir, les sardines, elles sont sentientes, justement. Donc, voilà. Par contre, il y a un doute sur les moules, je crois. Mais, et moi, comme lecture, c'est une véritable colle. Moi, je vous inviterai à aller sur le site de L214, par exemple. On a dans Agir de chez soi, vous verrez Agir de chez soi, on a tout un choix de lectures qui vont de la bande dessinée jusqu'à l'essai philosophique, en passant par des essais, etc., sur la question animale, sur les impacts, etc., pour justement essayer d'avancer. Et on a aussi plein de moyens d'action, des lettres d'info, les actions express pour les animaux, où vous avez une action à faire par semaine qu'on vous propose. Et je crois que voilà, chacun peut agir à son niveau. C'est un peu comme le dilemme du tramway. Sur une des voies, vous avez des animaux. Sur l'autre, en fait, vous avez personne, parce que c'est du bénéfice pour tout le monde. Et c'est à vous d'actionner le levier et de mettre... voilà, effectivement, aujourd'hui, le sort des animaux et même le sort de notre planète, il est entre les mains de chacune et chacun.
Et il va falloir qu'on pousse nos politiques et nos entreprises à prendre leurs responsabilités par rapport à tout ça et à pouvoir emmener notre société tout entière vers quelque chose de bien plus sympa pour tous les êtres sensibles qui peuplent cette planète. C'était donc le mot de la fin. Je vous remercie pour ces recommandations. Je pense qu'on a de quoi approfondir le sujet de ce webinaire. Je vous remercie. J'espère en tout cas que les participants auront pu mieux comprendre les enjeux autour de l'élevage. Et surtout, je vous remercie, vous, Monsieur Yann Laurence, Madame Gauthier, d'avoir partagé votre vision sur le sujet et également les participants qui ont été très dynamiques et très réactifs sur ce débat. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et bravo à vous pour cette initiative et peut-être à bientôt. Merci. Merci beaucoup.